Il faut que je me mette en push to talk ou pas? Ben non, ton son est très bien, je trouve, ce soir. Ah ouais, j'ai plus Ouais, c'est vrai, il j'ai y a plus rien, il y a l'alignement? aucun sifflement, il y a rien. Ouais. Ah bah c'est magique, ça s'est résolu tout seul, j'ai rien Voilà. fait. Il a eu peur de ton Ah, Tu ça l'as me tu l'as menacé, je vais te ramener, tu vas voir. Je vais te mettre un coup de... Galaxy Pop. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Trek Analyse. Analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise. Salut Thierry, comment vas-tu ? Salut, bah, je suis dans les travaux chez moi, mais du coup ça va, les choses avancent enfin, donc c'est cool. Et j'ai Il du te reste Blu-ray, un peu de donc, plâtre sur ton front. Je Tu portes quoi comme t-shirt aujourd'hui ? Tiens, parce qu'après, Ah. on m'oublie toujours. Ah oui, tiens, ça va être le gimmick. Toi, t'as rien sur ton t-shirt. Si, moi j'ai Star Trek si. avec un vaisseau Enterprise dessiné par des vaisseaux. Il vient Ah du oui, d'accord. Portugal, je l'ai acheté sur Vinted. Ah ouais. Ouais. D'accord. Pas une copie très légale, ça. Je m'en fous. La Fantasy 7, voilà. Final Fantasy VII. Ok. Et nous avons à côté de nous, mon ordi est en train de faire une mise à jour Windows. Je ne veux pas Windows 11. Pas maintenant. Ça, c'est un nom vachement long. Nous avons à côté de nous un fan de la nostalgie apparemment. Salut Sean, comment vas-tu ? Ça va bien. On revient de Ça va Comic-Con Montréal. Oui. Dimanche. T'as vu Riker ? Non. Non, il y avait qui ? Non, Riker, il n'était pas à Montréal. J'ai vu personne. J'y suis allé avec ma fille. Ma fille est jeune, elle a 5 ans, donc on ne s'est pas vraiment permis d'aller Elle voulait voir pas faire les la file. conférences. Non. On a juste fait le tour. L'allée des artistes, un peu les costumes, ce genre de choses. Puis... Attention, hein. L'allée des artistes, pas l'entrée des artistes. Hein. Ouais. Bien, toujours en route vers les 10 000 abonnés sur Trek on the Tube. Et j'ai oublié, t'aurais dû me le signaler, AGBT. Non, ABGT. Non, comment ? Merde, je me l'étais noté. ABTG. ABTG, ton autre podcast vidéo sur YouTube également, toujours ou presque toujours avec Starfleet Boy. C'est plus ou moins abandonné comme chaîne, mais ça n'en sert pas vraiment. Mais de temps en temps... Avatar 2, là. Ouais, c'est ça. De temps en temps, quand j'ai un film ou quelque chose qui n'est pas Star Trek ou qui est vraiment loin de Star Trek, on en parle là-bas. On va voir un endroit qui n'est pas très inondé. Ok. Bien, ce soir, on se retrouve pour parler de l'épisode 2 de la saison 3 de Star Trek Enterprise, l'épisode qui s'appelle Anomaly en anglais. Comment on prononce en anglais ? Anomaly. Anomaly. Il faut pas chercher. Et en français, il s'appelle La fin justifie les moyens. Première diffusion aux USA le 17 septembre 2003. Et très peu de retours. Ah, mais j'ai pas ouvert la feuille de gros calcul. spoiler du titre en français. Mais c'est scandaleux, ça. La fin justifie... Oui, parce que anomalie, c'était impossible à traduire. Tu sais. Ouais, c'est vraiment très dur, quoi. Il n'y en a aucun on mot. On change le Y en IE. Pas trouvé. Eh bien, figurez-vous que c'est un des épisodes les mieux notés de la saison 3 sur nos deux forums favoris, la communauté francophone de Star Trek et Ultime Frontière. Il cumule sur CFST une moyenne de 8 sur 10 piles. Et sur... Qu'est-ce qui se passe ? Ah, putain. Je crois que... Attends. On se fait attaquer par un moustique de l'espace. C'est bon, ça s'est coupé. Et sur Ultime Frontière, oui, il a coupé son micro, forcément, ça s'est coupé. Sur Ultime Frontière, une moyenne de 8,15 sur 10, c'est énorme, pour un total de moyenne de 8,08. Dans les retours négatifs, j'en ai pas trouvé de très bien. J'en ai un peu ouin qui fait « Il est où mon Star Trek ?» Bon. Et un retour positif, une petite merveille, ou encore un super épisode avec une bataille spatiale d'enfer à la fin. Je n'ai pas trouvé, mais c'est un peu tôt, voilà, piou pampan. C'est un peu tôt pour en parler. En 3 secondes, qu'est-ce que tu en as passé, toi, de cet épisode, Thierry ?
C'est bon, je crois que le moucheron qui est agresseur de micro est parti. C'était vraiment ça. Moi, c'est un épisode que j'aime beaucoup, notamment à cause de la scène dont on va parler. Je pense que cette scène a dû probablement faire scandale au moment de sa sortie, au moment de la sortie de l'épisode, parce que les gens ne savaient pas ce qui allait arriver ensuite. Et bon, c'est quand même, voilà, la personne qui dit où est mon Star Trek, je pense que c'est à cause de cette scène qu'elle dit ça. Mais moi, j'étais tellement en confiance dans la série quand je me suis lancé dedans que je me suis dit, ok, c'est logique. Et puis toujours ce que je disais dans notre épisode précédent, on est toujours dans l'idée que l'humanité n'est pas au stade à laquelle finalement les gens étaient habitués à ce moment-là, c'est-à-dire l'humanité du 24e siècle, parce que ça faisait 3 séries qu'on était dans le 24e siècle. Et là, il y a un peu ce choc civilisationnel de revenir à une humanité moins mature au 22e siècle. Mais bon, on va en parler. On va en parler dans quelques minutes. Et toi, Sean, en quelques mots, cet épisode? On en a parlé tous les trois behind the scenes du fait qu'on a beaucoup moins de notes sur cet épisode que les autres épisodes. Puis moi, dans ma tête, ça voulait dire que ça vous a pas intéressé. Mais du coup, je suis surpris parce que moi, je l'aime beaucoup cet épisode, puis c'est probablement mon préféré à date. D'accord. Oui, à date, on en a vu 3. On en a vu 3, mais non, je pense que j'aime beaucoup cet épisode. Je trouve que j'ai moins à dire dessus parce que c'est moins approfondi effectivement comme je sais pas comme aventure ou comme histoire, mais je trouve que c'est un très bon épisode qui a une exécution qui est quand même assez pertinente. Ok. Mais avant ça, j'écris sur ce petit papier un alien à nouveau. La dernière fois, j'ai fait mon alien favori. Ça peut pas être un moustique. Non. Et cette fois, je vais faire l'alien de l'équipage que j'aime le moins. On va faire comme ça. Alors, pareil, c'est comme le favori. Je pense que demain, ce sera un autre ou je sais pas quoi. Donc, je vous laisse réfléchir le temps de le noter. Sean, t'as une idée? Je connais pas trop tes goûts, mais je vais être courageux. Je goûte bon. Je vais dire Saru. Saru? Ouais. Et toi, Thierry? Oh la vache. Je sais pas si le docteur. Est-ce que le docteur compte comme un alien? Le docteur? Non. Dans Voyager. Ah non, non, il ne compte pas. Parce qu'on fera un questionnaire sur les IA. Bon, je vais faire un truc. Je reviens. Je vais faire un truc. On va la jouer safe, mais je sais pas du tout si tu fais partie de cette masse de gens ou pas. Il y a beaucoup de gens qui détestent Nilix, donc je me dis il y a des chances que. Voilà. Nilix. Ok. Et vous aussi, dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez et on vous donnera la réponse. Si vous détestez Nilix, vous aussi. Oui, si vous détestez Nilix déjà. Et si vous avez le bon alien que je n'aime pas. On verra ça. On le garde pour plus tard. Mais maintenant, c'est parti. On y va. On attache nos ceintures de l'espace et on enclenche la Warp One. Scène numéro 1. Un chien aboie. Le chien aboie, un livre tombe. C'est d'ailleurs l'occasion de voir les tableaux de Archer, qui sera une idée reprise dans Into Darkness. Archer le ramasse en ayant l'air concerné. Tucker s'affaire au moteur lorsqu'on lui apporte un rapport. Il a l'air concerné. Phlox nourrit ses trucs et s'arrête. Il a l'air concerné. Moi, je commence à être consterné. Dans le mess, it's a mess. Toutes les assiettes et autres couverts sautent au plafond. Il y a de la nourriture partout alors que certaines personnes étaient en train de manger et de s'affairer tranquillement. Ça pète dans tous les sens. Tout est jeté en l'air. Puis, on a un POV, je suis une anomalie qui parcourt les couloirs et qui renverse les gens en passant. C'est un peu rigolo. Le café d'Archer est renversé et là, c'en est trop. D'autant que ce café, il reste bloqué dans l'air. On ne sait pas ce qui se passe. T'Pol appelle Archer dans son bureau et lui dit qu'il y a des anomalies partout dans le vaisseau. Serait-ce pour cela le titre de l'épisode en version originale? Oh, il va falloir arrêter le vaisseau. On met pause et générique.
It's been a long road. C'est une chouette intro. Ding, avec le Ah, moi, Ouais, j'avoue, toujours en avec plus. cette version truc nul. Mais dès l'intro, vous m'avez mis une image, j'avais pas vu. Hop, voilà. Oui. Voilà le fameux café qui stagne dans l'air. Moi, je suis fan de ce genre de scène de manière générale, en fait. Ouais. Je sais pas, qu'en fait, quand les règles de la réalité changent, en fait, et que du coup, il y a quelque chose d'anormal qui se passe, c'est un truc que j'adore. Il y a peut-être dans Animatrix, dans la série de courts-métrages d'Animatrix, il y en a un qui s'appelle Beyond, notamment, et c'est une maison qui est buggée, qui Oh. évidemment on est dans la matrice, et voilà. Et donc du coup, il y a plein d'anomalies partout. Et j'adore ce principe-là. Il y a l'adaptation en film je sais plus si c'est un roman ou une nouvelle de Stephen King, Les Langoliers, où ils se retrouvent en fait en retard par rapport au présent. Et donc du coup, ils sont dans un passé qui doit disparaître. Et pareil, au fur et à mesure, au départ, ils comprennent pas ce qui se passe. Et au fur et à mesure, ils se rendent compte que les règles changent, quoi, et les odeurs disparaissent. Il y a plein de trucs bizarres qui se passent. Et ce genre de truc, ça crée une ambiance particulière. Et j'adore cette ambiance-là. Et c'est ce que je retrouve totalement dans cette intro. Et typiquement, là, c'est pour ça que j'ai mis cette capture, c'est la tasse d'Archer qui reste bloquée en l'air comme ça. Ouais, c'est une très chouette J'adore. attrape publique. Et toi, Sean, c'était cool? Oui, moi j'aime de manière globalement, j'aime les anomalies, j'aime les espèces de problèmes que tu peux rencontrer dans l'espace, puis je trouve que ça fait des épisodes de Star Trek qui sont très Merde, à chaque intéressants. fois. Pardon. Dans TNG, dans Next Generation, c'était mes épisodes préférés vraiment quand il y avait Picard dans son trou de verre qui fait son time loop, etc. Donc du coup, ça me convient. Un café qui flotte puis qui se pose pas, puis Archer qui s'énerve, qui pose la tasse, moi ça me va. Ok, pardon, j'avais coupé mon micro. Scène numéro 2, ça y est, on Tu ouvre pas les donné ton avis, Rémi? Ouais, si, je l'ai dit, c'est très accrocheur, c'est cool. En plus, tu sais, c'est pas trop tendu, tu vois, c'est fun, tu vois, de la nourriture qui saute dans tous les sens. On sait que les Américains, ils aiment ça. Et du coup, ouais, non, ça me plaît. T'as pas remarqué que dans toutes les séries, il y avait un moment de bataille de food fight. Scène numéro 2, le courant revient, mais malheureusement, même si le courant revient, rien ne fonctionne. On capte qu'il y a un vaisseau dans le coin. Après un rapide scan, on voit que le vaisseau est vide. Archer décide d'aller enquêter sur place. Rien de particulier. Scène numéro 3. Dans les vestiaires, tout le monde se prépare. On a quelques lone qui portent des t-shirts rouges pour certains. Reed qui rappelle que même si on ne lit pas de signes de vie, on peut faire des rencontres, ce qui rassure tous les célibataires qui nous écoutent. Et Archer qui reste torse nu tout le long de la scène et qui aide Reed à s'habiller avec son scaphandre. Archer ordonne aux lone d'utiliser la fonction assommer des armes, assommer, l'autocorrecteur, assommer de leurs armes. On va faire une parenthèse sur monsieur qui est torse nu. Ouais, c'est Dans moi. l'épisode précédent, on a parlé on va dire de la gratuité de la scène de T'Pol. Je vais pas, non, je compare pas les deux. Ouais. Mais je veux juste dire que Enterprise, et c'est vraiment pas pour défendre Enterprise, bien au contraire, je trouve que Enterprise a une tendance à mettre tout le monde tout nu, autant les hommes que les femmes tout le temps. Quelque part, voilà, Starship Troopers aussi. La manière de filmer est différente, par contre. Oui, le sens est différent. Du moins dans cette scène. Après, Oui, dans cette scène, s'il y a des hommes sexualisés, mais bon. Et justement, d'ailleurs, tu parles de Starship Troopers, je trouve que la principale scène de nu qu'il y a dedans, elle est totalement neutre, en fait. Il y a pas les hommes et les femmes sont traités exactement pareil, et c'est un truc qui est assez rare pour être noté. Ouais.
Et d'ailleurs, ça fait partie du propos. Hein. C'est pas parce qu'on est des fascistes que. Enfin, on peut. Non, c'est plutôt l'inverse. On peut être égalitaire et fasciste quand même. Bref. Bref. Scène numéro 4. Short scène en 3D, pas dégueu. Je crois que j'ai une capture d'écran. Hop. Short scène en 3D, pas dégueu, avec la navette qui fait une manœuvre, un espèce de looping pour s'attacher. J'ai trouvé ça pas trop mal pour les années 2000. On a eu, et on aura d'ailleurs des animations 3D bien pires dans Enterprise. Et l'exploration du vaisseau commence. D'ailleurs, on a le fameux mouvement de la caméra retournée au démarrage qu'ils aiment bien faire, et quelques objets flottants qui passent devant. Je crois qu'il y a de la réverbération. Ouais, t'as un écho. On découvre un corps sans vie et des traces d'échange de tirs. Puis, une fois arrivé sur le pont, plein de cadavres flottants, Archer ordonne alors de collecter un maximum d'informations. Très bonne ambiance, ça commence bien. Rien à dire. J'enchaîne, on va pas... Parce que... Oui, il n'y a rien à... Ouais, c'est un peu le truc, hein, c'est qu'il n'y a rien à dire, quoi. C'est cool, mais c'est marrant. Hein. Scène numéro 5. Dans les vestiaires, Archer annonce qu'il y a 17 morts. On voit qu'un des Lone est particulièrement mal en point, celui qui a découvert le premier corps. Il est un peu pas l'eau. T'Pol arrive et annonce qu'il n'y a pas grand-chose qui est changé sur le vaisseau. Hein. Voilà, ce qui agace un petit peu Archer, qui ordonne de reprendre la route de peur que des pirates soient dans le coin. Il a intuité très rapidement. De son côté, en salle des machines, Tucker n'arrive à rien. Le moteur ne redémarre pas. Mais Archer lui met quand même la pression car il veut récupérer au moins l'armement. J'ai noté que bien que stressé par rapport aux 2 épisodes précédents, Tucker me semble un peu plus souple et les dents un peu moins serrées, plus focus, quoi. Scène numéro 6, dans le bureau du capitaine. Il y avait des photos, j'ai pas fait gaffe. Hein. Non ? Ah, désolé, c'est un peu décousu. Hop là, non, c'est bon. Scène numéro 6, dans le un vaisseau approche, ça y est, il a l'air agressif. Téléportation à bord. Ils sont très méchants et s'attaquent à l'équipage tout en volant des trucs. Leurs armures sont particulièrement moches aujourd'hui, maintenant qu'on a de l'effet Blu-ray 1080, et semblent même en plastique. Clairement, ce sont des pillards qui prennent beaucoup de matériel grâce à des mini-signaux de téléportation. Assez cool, ça. Ils prennent un objet, ils posent un signal de téléportation, ils appuient, ils s'éloignent et ça part. Très efficace. Archer glisse le long... C'est ridicule. Archer glisse le long d'un escalier et est ridicule, mais la musique est plutôt cool. Un des méchants est particulièrement moche, il a le visage tout déformé. Tucker l'attaque, mais se fait canarder. Il active le moteur pour se défendre, ce qui est efficace, mais un peu radical, non selon moi. Mais les méchants s'enfuient, l'attaque pirate est précise et efficace, bravo à eux, 17 sur 20. Ah, là, pour le coup, on avait une image. Hop là. L'attaque pirate. Ouais, bonne attaque. Ouais. L'attaque pirate avec cette coiffure assez improbable des pirates. Est-ce que... Moi, l'armure me choque pas spécialement, mais après, moi, c'est vrai que je l'ai vu en version DVD, donc c'est peut-être moins visible. C'est possible. On voit pas encore trop que leur visage est déformé à ce moment-là. Comment ? Je trouve qu'on voit pas encore trop que leur visage est déformé. Il n'est pas déformé, surtout. Je l'ai revu à nouveau hier soir, parce que du coup, je l'avais vu l'épisode il y a quelques semaines. Et je l'ai revu hier soir, et il y en a 2-3 au détour d'un truc. Par contre, celui qui, spoiler alert, sera prisonnier, on le voit face caméra. À un moment, il pique un ordi ou je sais plus quoi. Ouais, j'ai pris une capture d'écran de ça, je me rappelle. En effet. Et t'as une capture d'écran de ça ? Hop. Non. Mais on verra pour la scène. Ah oui, un peu plus tard. Ouais, d'accord. Scène numéro 8. Phlox. J'ai marqué Flix. Phlox est un peu débordé par les blessés et a un mort dans son infirmerie. Tucker a réussi à faire un prisonnier. C'est un Ossarien. Phlox connaît son espèce et indique qu'ils ne sont pas originaires de l'étendue. Tucker fait un état des lieux. Les pirates ont volé plein de trucs, notamment les stocks d'antimatter. Et dans un mois max, ça sera la panne sèche. La pression monte un petit peu quand même là à bord. On est dans un enchaînement très rapide de faits. On nous bombarde de faits en fait.
depuis le début. On nous dit on est en panne, il se passe ça, on fait ça, il fait bababam. Et du coup, on n'a pas le temps de trop réfléchir, si ce n'est de se dire mince, c'est un peu l'urgence. On pourrait dire Et que on pourrait dire que c'est fait exprès. C'est pour refléter un peu ce qu'ils ressentent, j'imagine, sur le Je vaisseau. pense que c'est totalement fait exprès. D'ailleurs, l'épisode est presque en temps réel, hein, à peu ou prou. Et là, ce qui est Bref. bien, c'est qu'on a une gradation aussi par rapport à l'épisode d'avant, où justement on voyait un peu le début des anomalies, etc. Mais on n'était pas encore vraiment au stade où ce que les Elles Vulcains étaient décrivaient, gentilles, quoi, hein. le truc dangereux et tout. Là, on voit qu'il y a plus d'anomalies, elles sont toujours pas aussi dangereuses, mais du coup, on sent que ça va empirer. Et donc, ça fait monter la pression à ce niveau-là. Et en plus, ça y est, on a les autres dangers de l'étendue delphique. Donc, voilà, les pirates de l'espace, les espèces belliqueuses, etc. D'ailleurs, question, eux, à ce qui est votre avis, intéressant, leur coupe de cheveux, c'est à cause des anomalies ou c'est la mode? Tu as le droit d'être pirate et bien coiffé. Tu trouves qu'il est bien coiffé? Il en a il est un pris peu soin, en tout cas. difficile, mais c'est bon. Peut-être pas à ton goût. Il a pris Oui, soin. il a pris soin de ça. Non, j'aime bien aussi le fait qu'on nous précise que c'est pas une espèce qui provient de l'étendue, ouais. de l'étendue. De The Expanse. Ils sont presque comme ils sont coincés là-dedans, dans le fond. Ouais. J'ai Du un coup, petit ce doute, qui mais nous... c'est Oui. déjà à ce moment-là qu'on apprend que c'est des marchands, à la base. Non, c'est... Si, oui, c'est ça, c'est Phlox qui lui dit qu'il est surpris parce qu'ils sont connus justement pour être des marchands et non pas des militaires. Oui, donc, Ah ouais. et donc du coup, là, il y a aussi un point intéressant, c'est de dire que dès ce moment-là, on peut en déduire que l'étendue delphique les a rendus comme ça. Ce qui montre aussi que c'est vraiment un territoire qui est particulièrement hostile, parce que même des gens qui étaient pacifiques au départ deviennent violents et guerriers à cause de ce qui s'y passe, quoi. Tandis que s'ils avaient été méditerranéens. Bon, bref. Scène numéro 9. Dans le bureau d'Archer, T'Pol fait un rapport. Elle se fait engueuler. C'est tout. Scène numéro 10. Archer visite le prisonnier. Il n'est pas très coopérant et menace Archer. Il lui dit que s'il s'approche du vaisseau pirate, ils mourront. Archer menace de lui faire du mal, mais le pirate lui dit qu'il faut protéger les vaisseaux avec du Trillium D. Ah ben merde, c'est dommage, dans l'épisode précédent, on pouvait en avoir. Dommage. Voilà, et c'est ça qui est cool aussi, c'est que j'en parlais justement, qu'il y avait du foreshadowing là-dessus. On apprenait que ça existait, on savait que ça servait à protéger les coques des vaisseaux, mais on savait pas que ça servait à protéger des anomalies. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'ils ont ramené le truc petit à petit. Même la toute première fois qu'on a entendu parler, on pouvait penser que c'était du techno-blabla. Ouais. Et puis maintenant, on sait que finalement, ça a une importance capitale dans l'étendue delphique. D'autant qu'il parle simplement de comment est-ce que vous isolez votre vaisseau, et il dit avec du Trillium D. Mais bon. Voilà. Le prisonnier en question. En fait, je me suis rendu compte que j'avais zappé plein de photos, excusez-moi. Voilà. Il n'a pas une gueule de porte-bonheur, comme dirait l'autre. Et là, on sait que c'est à cause des anomalies qu'ils ont eu ça, quoi. Il lui annonce également, donc ce prisonnier, après lui avoir dit qu'il fallait protéger les vaisseaux avec du Trillium D, il lui annonce également que si on peut pénétrer l'étendue, on ne peut pas en sortir. Oupsie. C'est dommage. Ouais. Ça aurait été une information utile à avoir avant de se lancer. Non, mais après, bon, on va en reparler dans quelques secondes. Il parlait déjà d'être sur un voyage à sens unique. Hein. Ouais, voilà, une mission sans retour. Le pirate fait tout un laïus sur ce que c'est que de tuer, de commettre des actes ignobles, patati patata. Archer répond ouin, moi tout pareil, et si tu veux pas parler, je vais te torturer ta sale gueule. Il lui met un petit coup de pression. Et il provoque beaucoup Archer, le prisonnier, je trouve. Ouais. Même dans les scènes. Voilà. Et je pense que ça joue aussi pour ce qu'il a. C'est justement parce qu'il, lui, dans sa tête, je pense qu'il est convaincu que Archer, il n'est pas rendu là. Il est pas, il va rien faire de dramatique, il va rien faire de grave, donc il se permet de le provoquer justement, je pense. Ouais. Et je pense que ça joue aussi avec nos attentes en tant que spectateur, qui, comme je disais avant, les gens étaient habitués aux séries du 24e siècle où la torture c'est juste un truc auquel
on Et songe oui, même pas, auquel quoi. on ne pense pas. Et du coup, ça a créé un jeu avec ça. C'est genre, Archer, il en est pas capable parce que c'est un hippie de l'espace, machin. Sauf que et puis je crois pas que le prisonnier soit au courant des réels enjeux de ce que l'Enterprise doit faire. Et non, et Non, probablement il doit que juste si... assumer que c'est un vaisseau qui s'est perdu dans l'étendue Exact. du site. Ouais. Et je pense que ça change aussi sa perception de ce que pense, de ce qu'est capable de faire Archer, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, fin de la scène, le prisonnier qui tournait le dos à ce moment-là à Archer se retourne et on voit le doute s'insinuer dans ses yeux dégueulasses. Scène numéro 11. T'Pol a trouvé dans les archives du vaisseau échoué une solution pour repartir à la poursuite des pirates. Mais elle n'a pas l'air très chaude à l'idée de le faire. Mais Archer lance la poursuite. Scène numéro 12. Holmes, Reed et Tucker discutent. Quelques échanges gentils, puis Reed dit que vu tous les extraterrestres, les non-humains plutôt belliqueux qu'ils ont rencontrés, ils ont de la chance de n'avoir perdu qu'un seul membre d'équipage. Et c'est vrai, en fait, même depuis la saison 1, l'équipage de l'Enterprise a énormément de chance. Tucker répond que c'est probablement pas le dernier. Reed s'acasse et lui dit qu'il est cynique et lui demande de s'expliquer. Et Tucker répond, cette mission, qu'elle réussisse ou pas, n'est qu'un simple aller. N'est qu'un aller simple. Ambiance toujours... On avait un peu anticipé, mais... super cool. Tucker est en forme, il est heureux en ce moment. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il est en plein syndrome. Et c'est bien parce que ça montre qu'ils en sont conscients, quoi. Ouais. Et ça montre l'état d'esprit dans lequel ils sont de manière générale. Et pour une fois, Reed était plutôt positif dans la conversation. Au démarrage, il souriait et tout, machin, il était assez avenant, etc. Scène numéro 13, journal de bord. L'Enterprise est à la poursuite des Osariens. Une fois, j'ai tapé Osariens, une fois Onariens. C'est quoi ? Osarien. Osarien, désolé. Mais la trace semble s'arrêter et repartir un peu plus loin, ce qui est étrange. Serait-ce une anomalie ? L'Enterprise continue son chemin et passe une barrière invisible via un effet de disparition très sympathique. Je suis un peu déçu de ne pas avoir la capture d'écran. Et après avoir traversé cette barrière d'invisibilité, tombe sur... Non, c'est pas sur lui. Hop. Sur une sphère qui flotte dans l'espace. Quelque chose à dire sur la jolie sphère ? Elle est bien ronde. C'est le début de quelque chose d'assez intéressant dans cette saison. Pour le moment, c'est une sphère. C'est Dyson Sphere, on dirait. On ne dit pas encore le mot Dyson d'ailleurs. Non. Mais je crois pas que ça en soit en plus. Hein, non, j'en ai pas. C'est dans TNG qu'on envoie une. Oh, ouais. Ça, c'est pas ça. C'est pas dans Enterprise qu'il y a plein de sphères partout ? Ouais, mais c'est pas des sphères. Ouais, mais les sphères de Dyson, je pense que c'est spécifiquement quand c'est construit autour d'un soleil pour en capturer l'énergie pour pouvoir. Puis ça, c'est juste des grandes boules. Ouais, voilà. Qui flottent. Vous n'avez pas la technologie pour faire une étoile noire. Alors. Mais oui, encore une fois, c'est Enterprise montre que finalement, il y a une vraie planification de ce qui va se passer dans la série. Et de nouveau, on pourrait se dire, bon, c'est une sphère bizarre, ils savent pas ce que c'est, puis on oubliera l'épisode d'après, et alors qu'en fait, non, c'est bien du foreshadowing pour la suite. Et ça, c'est toujours bien, je trouve. On voit que la narration est maîtrisée, quoi. Cette saison en particulier, ils savaient où ils s'en allaient. Scène numéro 14. L'Enterprise trouve une entrée dans la sphère. Archer veut aller voir avec une navette. Chouette travail de l'échelle. Je pense que c'est ce que tu as voulu démontrer avec cette capture d'écran. Malheureusement, hop, je zoome un petit peu parce que c'est un peu sombre, donc on ne voit pas grand-chose. Chouette travail de l'échelle entre le vaisseau, la navette, les gens qui sont dans la navette, puis la sphère. La navette pénètre la sphère. Dedans, il trouve un module d'atmosphère. Je mets entre respirable donc ? Point d'interrogation. Notch.
Ok, oui, notch à nouveau. Il trouve un hangar qu'il fouille, dedans plein de trucs de Starfleet et une console avec un manifeste. L'Enterprise téléporte et récupère son matos assez facilement. Tranquillou bisous. Ils sont là, ils font leurs petites affaires en quelques instants. Oui, c'est cool, c'est marrant. Et- On voit que c'est pas l'enjeu tellement de récupérer les Oui. affaires quoi, dans l'épisode. Et oui, du coup, sur la sphère, je sais pas vous, mais moi j'avais complètement oublié qu'on les voyait aussitôt dans la saison. C'est comme beaucoup de choses en fait dans la série. Moi, je pensais que ça arrivait plus tard, enfin, dans la saison. Ben, je sais pas. Moi, je me rappelais Non. pas. Je croyais qu'on les avait vus déjà avant. Je savais Non, je me rappelais que c'était introduit assez rapidement. Je crois que c'est, on nous explique un peu plus tard quand même ce qui se passe là. Me semble que les explications arrivent vers la mi-saison, peut-être que je me trompe, mais non. Il me semblait que ça apparaissait aussitôt. Et sinon, j'ai oublié un truc tout à l'heure parce qu'on est passé vite dessus. Le membre d'équipage qui est mort, il s'appelle Fuller. Oui, d'ailleurs. Et il connaissait les systèmes des torpilles à photons mieux que personne. Et je trouve ça, c'est assez rare dans Star Trek quand même, pour le noter, qu'on a vraiment les conséquences de la mort d'un personnage qui était un personnage d'arrière-plan. Parce que du coup, ça leur pose problème pour les torpilles à photons. Ouais. Et c'est intéressant parce que c'est pas que des conséquences émotionnelles, c'est pas genre on est triste, machin, même si c'est quand même évoqué. Mais c'est vraiment un truc terre à terre, quoi. C'est le mec était spécialisé un truc et on l'a plus sous la main, donc ce truc-là, on le maîtrise plus aussi bien qu'avant, quoi. Et c'est un petit détail, mais je trouve que c'est un détail qui est vachement Qui veut cool. dire beaucoup, c'est ça. C'est sympa Peut-être aussi un d'avoir détail pour quelqu'un comme un random qui n'est pas comme le main cast, qui avait une spécialisation, puis c'est Ouais. lui qui maîtrisait ça. Ouais. C'est ce que tu pourrais dire à cette trip qui maîtrise, il connaît tout, mais non, c'est ce gars-là. Ouais, ça aurait dû être Reed, mais non. Excuse-moi, Reed. Ouais, c'est pas grave. Scène numéro 15. Tucker vient voir Phlox à l'infirmerie. Il s'est brûlé le bras en réparant le moteur. Phlox demande à Tucker pourquoi il ne dort pas mieux. Tucker explique qu'il n'a pas le temps de faire les exercices de T'Pol. Phlox lui propose alors de mettre des sangsues partout sur son corps. Et Tucker promet alors de se faire soigner par T'Pol. J'avais pas capté au démarrage de cette scène que c'était de l'humour en fait. C'est après, c'est quand, enfin c'est la dernière réplique, je fais ah mais non en fait c'était une grosse blague depuis le début, il a fait exprès. Bon, Après, on ne sait pas si je suis sûr qu'il les avait les sangsues. Oui, Oui, voilà, oui, c'est c'est ça, ça. oui. Exactement. de ce qu'on connaît de Phlox, c'est sûr. Ouais, bah, c'est sûr. Il a un élevage là quelque part. Ouais, mais c'est bien ça. Déjà, ça détend un peu l'atmosphère parce qu'on a, comme je disais, beaucoup de choses. Ça avance, ça permet une rupture dans le timing et ça nous rappelle cet arc personnel de Tucker qui ne dort pas et qui doit se faire tripoter pour s'endormir. Scène numéro 16. T'Pol fait un rapport à Archer sur l'inventaire. Archer est satisfait mais veut partir le plus vite possible. T'Pol, ils sont dans son bureau. T'Pol essaie de lui parler de la sphère en indiquant qu'elle a plus de 1000 ans et plein d'autres détails, mais Archer ne mord pas. Il dit qu'il faut continuer de récolter des infos dessus, mais il a les dents serrées. On comprend bien qu'il aimerait bien perdre du temps à l'étudier, mais que son devoir actuel est trop important. Et ça, moi, j'ai trouvé assez cool parce que on nous le dit, on nous le montre chaud dentelle. On nous le montre sans nous le dire. C'est à ce moment-là que Hoshi appelle sur l'intercom. Quelque chose à dire? Scène numéro 17. Dans la nouvelle salle d'analyse, Hoshi dit avoir trouvé un truc. Et c'est pas rien. Ils ont trouvé une trace de truc bidule Xindi. On nous démontre un petit peu la force de Hoshi dans cette scène. Ni une ni deux, Archer fonce interroger le prisonnier. Le pirate lui dit qu'ils ont détruit le vaisseau et qu'il s'en fout, avec beaucoup de nonchalance. Il n'en fallait pas moins pour agacer notre arbalétrier. Je fais des blagues que j'oublie. Archer, arbalétrier. Qui chope le pirate par le colbar et l'amène en visite du vaisseau. Le pirate ironise en demandant s'ils ont une salle de torture. Blague que je trouve très drôle d'ailleurs. Archer le balance dans un sas de décompression et lui dit que si dans 40 secondes il ne parle pas, paf, pastèque.
Alors c'est Reed marrant parce arrive. que dans l'univers miroir, on apprendra dans la saison d'après qu'ils ont des salles de torture dans l'univers miroir. Ah oui, bah, c'est ce qui est. Oui. Reed arrive et semble inquiet que le capitaine n'ait pas remarqué que le sas était en décompression avec le prisonnier à l'intérieur. Mais la tactique semble efficace. Le pirate a eu peur et va parler et donner les codes d'accès à l'ordinateur des pirates. Jolie scène bien violente des familles. C'est de celle-là dont vous vouliez parler plus longuement? Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Bah vas-y Sean. C'est marquant. Beaucoup de niveaux. D'un point de vue je veux dire, des fans de Star Trek, je pense qu'on a fait à peu près 5 ou 6 séries à date avant la diffusion de cet épisode-là où il n'y a personne comme capitaine qui aurait jamais osé faire quelque chose de si atroce. Je veux dire, je pense que Sisko s'en rapproche le plus, mais sans jamais rien faire lui. On va dire qu'il accepte que quelqu'un d'autre fait ça. Mais sinon, là, c'est vraiment Archer qui le fait lui-même. C'est dramatique, c'est assez abominable. Je comprends pourquoi il y aurait des commentaires qui sont comme où est passé mon Star Trek. Je pense que c'est effectivement relié à cette scène-là. Mais je trouve qu'elle a beaucoup de sens. Comme on en parle souvent, l'époque à laquelle se passe la série, c'est pas non plus le 25e siècle, le 24e siècle. On n'est pas encore rendu à cette espèce d'époque où tout le monde est le meilleur humain que l'on peut être. Ils sont clairement dans une situation de détresse intense. Ils ont besoin de trouver cette espèce-là. Puis voilà. Je sais pas. Le gros débat, c'est est-ce qu'il l'aurait vraiment laissé mourir? Je pense que oui. Ouais. Ouais. Bah, en même temps, il sert à rien, il bouffe pour rien, gratis, donc ouais, peut-être. Oh là là. Je sais pas. Non, mais par contre, tu vois, je me demande si Janeway, dans cette situation, Non. elle aurait pas fait la même chose. Tu crois pas? Non. Non, parce qu'il y a un épisode où Janeway et son équipage se retrouvent dans une espèce d'étendue d'espace noir où il n'y a rien dedans. Et au lieu de se mettre les pirates à dos, elle crée une espèce de mini-fédération où Ah oui, c'est vrai. elle trouve des espèces pour travailler avec elle pour essayer de trouver une sortie. Pas le Ouais. même genre de capitaine, mais en Il est même temps, génial cet épisode ils n'ont d'ailleurs. pas le même genre de... Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Mais ils n'ont pas le même genre de background, ils n'ont pas le même genre... Tu sais, lui, c'est le premier capitaine de la Ouais. Terre qui sort, fait qu'effectivement. Mais Et bon, sinon, à part Janeway ça... a tué Tuvix, hein. Faut pas oublier ça. Non. Puis Il a la Terre juste était pas ramené, menacée. il a juste ramené les deux autres. Non, la Terre Donc, n'était pas menacée, effectivement, là-dedans. Non, mais sinon, la scène est très, très bien réalisée. Je trouve qu'elle est très, très bien jouée aussi, de la part de tout le monde. Puis, Ouais. voilà. Donc, moi, c'est une scène que j'aime beaucoup. Et c'est probablement l'une des scènes les plus marquantes de la saison au complet, ne serait-ce que de la série. Thierry? Ouais, bah, je suis d'accord avec tout ce que Sean a dit. On peut en parler la dernière fois, et puis on peut pas vraiment y échapper, hein, le parallèle avec l'état d'esprit des USA post-11 septembre, hein, qui est toujours là. Et justement, hein, ça parlait aussi de torturer les prisonniers, etc. Il y avait les lois antiterroristes qui sont passées, qui disaient que les prisonniers, dans le cadre des prisonniers terroristes, n'avaient pas de droit, contrairement à n'importe quelle personne qui se fait arrêter pour n'importe quel autre motif. Ils ont toute une série de droits qu'ils connaissent assez bien, d'ailleurs, les Américains. Et ils ont passé une loi pour dire que les prisonniers n'avaient pas ces droits-là. Donc il y a tout un truc aussi qui fait écho toujours et c'est toujours sur ce début de saison-là, avant de ramener des solutions qui sont plus diplomatiques, pacifiques. Il y a tout ce truc on assume le traumatisme aussi à ce niveau-là. Il y a un parallèle avec ça, bien sûr, puisque évidemment le contexte est un peu similaire, quoi, même si c'est pas les États-Unis qui sont menacés, c'est la Terre tout entière, mais l'idée est la même. Et je trouve qu'en plus cette scène elle est bien amenée, vraiment. Il y a la montée en pression depuis la fin de la saison 2 sur voilà, l'attaque en elle-même, tous les dangers de l'étendue delphique, le côté urgent parce qu'ils savent pas combien de temps ça va prendre de réattaquer la Terre. Les anomalies, le mec qui le provoque, bon ben voilà, t'as voulu provoquer, tu vois ce que ça donne. Et en même temps,
Je veux dire, il lui a pas tapé sur la gueule jusqu'à ce qu'il parle, il lui a pas mis de l'électricité sur les couilles, il l'a privé d'oxygène. Oui. C'est très violent parce que le mec a cru mourir. Hein. D'ailleurs, je trouve qu'il, pour un mec qui est recouvert de maquillage, il le joue quand même assez bien, ce qui ne doit pas être facile. Et disons que avec ce qu'il avait sous la main, c'est un peu bizarre de dire ça parce que ça reste de la torture, quoi. Mais c'est le moins pire. c'est une torture qui reste. C'est une torture propre, quoi. Ça salit pas, ça fait pas de marque, ça fait pas de, ça fait pas d'éclaboussures de sang ni rien. Mais bon, ça reste de la torture. Et c'est bien, et justement, c'est bien montré aussi par les réactions c'est bien que Reed soit là avec. Et qu'il soit choqué. Avec il y a un de ses subalternes à côté. Ou deux, je sais plus, et on voit qu'ils sont vraiment choqués par ce que fait Archer, ce qui montre aussi que ce que fait Archer, c'est quand même pas quelque chose qui est perçu comme acceptable, quoi. C'est quelque chose qui même pour eux, est choquant. Ouais. Donc on assume aussi le fait que ça soit pas cool de faire ça. Alors qu'on peut compter plein de séries ou de flics notamment où il y a des scènes de torture où tout le monde trouve ça normal et même c'était bien, il fallait torturer le mec. Souvent à coup de poing, parce que bizarrement un coup de poing c'est moins choquant, je sais pas pourquoi. Alors que bon, c'est beaucoup plus violent, mais bon. Si vous voulez, si le sujet vous intéresse, vous qui nous écoutez ou nous regardez, je vous conseille 2 films là-dessus. Zero Dark Thirty de l'excellente Catherine Bigelow, dans lequel on a cette torture version Terre du XXIe siècle avec le chiffon et l'eau mouillée, enfin le chiffon mouillé quoi, et le seau d'eau. Et The Card Counter, plus sur ce que ça a fait après avoir torturer les gens, ce qu'on devient. Sean, t'allais dire quelque chose, je t'ai coupé. Non, c'était juste par rapport à ce que Thierry a dit, je me demandais si c'était si c'était fait exprès justement que Archer se salisse pas les mains, entre guillemets, tu sais, que physiquement il est pas en train de battre le gars. Est-ce que c'est juste Archer sur le moment il dit je vais décompresser cet endroit, ou est-ce que c'était un choix pour qu'il se détache justement de la violence de l'acte qu'il est en train de faire? Après, c'est la solution. C'est plus facile à vivre si ça se passe dans une autre salle, tu as juste appuyé sur un bouton, que si tu as pris une machette, tu as commencé à y couper le bras. Tu sais. Ouais. Mais je sais pas, parce qu'il y a une certaine radicalité dans cette solution. C'est-à-dire, là, 40 secondes, il est mort. C'est fini. Du coup, il a pas. Tu connais. Enfin, c'est un pirate, il vit dans la violence et tout, donc peut-être qu'il s'est dit si je le tabasse, ça va prendre des heures, il parlera pas. Si je lui enfonce des trucs sous les ongles, il l'a peut-être déjà fait à quelqu'un. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, je me demande si c'est pas dit. Je le balance et puis on n'en parle plus. Parce que comme tu disais, en fait, tu m'as fait douter parce que moi je pensais vraiment qu'il le ferait pas à la fin, mais il y a une forme de radicalité. C'est quoi qu'il arrive au bout de ces 40 secondes, c'est fini. Soit il a la réponse, soit il n'a pas. Mais quelque part, une autre solution n'aurait pas apporté tant de résultats, je pense. Pour le côté mise à distance, je suis pas sûr parce que il est quand même devant le hublot. Il regarde le mec, quoi. Et donc il le voit, il est même pas à travers un écran, quoi. C'est juste une vitre. Donc comment dire? Il nous fait une Spock. Il est quand même obligé de. Oh là là, ouais, c'est un parallèle bizarre là. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut pas ignorer la souffrance du mec comme si tu regardais ça à travers un écran, comme si c'était à la télé, ou vraiment si t'es juste pas là et tu le mettais dans une chambre à torture de l'Enterprise Miroir et que t'attendais que ton bourreau te dise c'est bon, c'est fait. Il est quand même obligé de subir le truc émotionnellement dans le sens où il voit le mec dans les yeux, quoi. Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord. On continue? Ouais. C'était la scène, ça y est. Hein? C'était la scène qui a déchaîné les internets il y a 20 ans. Aujourd'hui, on l'a réglé en 5 minutes. Non, mais c'est vraiment un truc marquant de toute la saison, quoi. Voilà. Oui. Scène numéro 18, dans la nouvelle salle, que j'aime bien cette nouvelle salle. Plan d'action, Archer dit à
T'Pol, Oshii, Reed et Mayweather, tiens, il y a Mayweather, qu'il veut scanner l'ordi des pirates pour obtenir le plus d'informations possible sur les Xindi. Mais il va falloir se tenir à moins de 1 km du PC à bord du vaisseau pirate. Et donc, bagarre! Et oui, c'est parti. Mais ce que je vous propose, c'est avant la bagarre, avant la scène numéro 19, de répondre à quel était l'alien. Et oui, on ne le fait pas forcément à la fin, on le fait à n'importe quel moment. Alors, pour rappel, Sean, tu avais dit que c'était Saru, mon alien pas apprécié, et toi, Thierry, tu avais dit que c'était Nilix. J'ai pas très bien compris ton argument, on va en reparler. Mais j'annonce que vous avez tort tous les deux. Il s'agissait en fait de Kess. Ah, j'étais pas tombé loin. Ah ouais, Ouais, Kess, c'est elle est la cool, meuf à Kess. Nilix. Thierry, il a un demi-point. Non, Ouais, pas de demi-point. Kess c'est dommage, elle sert à rien, elle est pas très. Ils ont voulu faire un personnage plein de philosophie, mignon, tout ça. Dans Star Trek Voyager, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, on recueille 2 extraterrestres, enfin deux non-humains, donc, enfin oui, des extraterrestres qui sont un couple, Kess et Nihilix. Et Kess est un alien qui doit vivre 8 ans, qui a 8 ans de vie d'estimation. Et du coup, là, au moment des faits, elle a 1 an et demi, 2 ans, je crois. Et puis, elle est super mature, super poésie, super philosophe. Bon, super ennuyeuse. Mais quand elle revient, c'est cool, par contre. Elle est à la fin de sa vie et elle est au bout de sa vie. Mais ouais, quand elle revient, ça déboîte. Il est excellent cet épisode. Oui, c'est le seul épisode. Non, mais moi je l'aimais bien. J'étais intéressant de triste Kess. quand elle était partie. Hein. J'aimais bien ce personnage. Ok. Ah ouais. Bon, il était. Donc du coup, t'avais pas compris mon argument. Oui, pourquoi il y a tant de gens qui n'aiment pas Nilix? Bah, c'est un truc que j'ai souvent vu. Hein. J'ai même vu quelqu'un dire que c'était le Jar Jar Binks de Star Trek. Oh! Ouais, non mais. Ouais, bon, après, moi j'aime bien Jar Jar Binks aussi. Alors, Oh! alors sauf dans certains épisodes de Clone Wars où il est vraiment insupportable. D'accord. Mais dans la prélogie, j'aime pas. Hein, Ok. Et ouais. Et donc voilà, c'est ça en fait. Hein, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, donc je me suis dit, bah, ça peut marcher pour Rémi. Non, Et un genre. je ne suis pas comme tout le monde. L'épisode Fury où elle revient, Kess, Fury, c'est ça, ouais. est considéré l'un des pires épisodes de Star Trek. Ah ouais? Ouais. Il est comme détesté cet épisode. C'est marrant, ça. Il fait, à chaque fois qu'il y a un top 10 des pires trucs qu'il y a dans Star Trek, il est dedans. Oh. Pire que l'épisode de la vitesse infinie qui transforme en salamandre. Non, Mais il est génial cet épisode. je pense qu'il Tout y le a monde aussi, l'aime. là. C'est le seul épisode de Star Trek qui a eu un Emmy. Un Rési? Un Emmy. Ah oui. Fury? Non, pas Fury. Ton épisode de Salamandre, là. Ah ouais? Il a eu un Emmy Emmy Award. Award? Ah, pour les effets Ouais. spéciaux peut-être. Ben, pour le maquillage. Ouais. Ah, c'était. Mais ça j'aime beaucoup par contre le maquillage dans cet épisode. Par Ok. contre le scénario, j'ai des légers problèmes avec. On en parlera quand Du on coup, tu es fera obligé de le référer à jeu. cet épisode comme Emmy Award winning. C'est ouf. D'accord. Bien. Reprenons. Scène numéro 19. Comme ça. L'Enterprise attend le vaisseau pirate de pied ferme. Enfin, d'ancre ferme dans le vide spatial. Les pirates arrivent. Piou piou pam pam. Après quelques tirs de sommation, Archer les appelle et les somme de se rendre. Les pirates fuient comme des petacs. L'Enterprise les poursuit. Ils doivent rester à moins d'1 kilomètre. Il ne faut pas l'oublier, ça. Malgré tout, l'Enterprise tient la distance et Oshii parvient à scanner le PC. Qu'est-ce qu'elle est forte, cette Oshii! Plein d'anomalies frappent l'Enterprise, ça secoue et c'est stressant dans tous les sens, c'est assez cool. Malheureusement, l'Enterprise subit trop de dégâts et est obligée de revenir près de la sphère pour se tenir à l'écart des anomalies. Ça, je me demande si c'est pas un plan des pirates, genre ils se disent, là on sait qu'il y a des anomalies, on y va comme ça, les autres... Bon bref. Pour attirer de nouveau les pirates, le vaisseau tire sur la sphère et commence à la détruire. « Ah ça non alors !» disent les pirates. Et ils reviennent en faisant feu de tout bois sur l'Enterprise. Piou piou piou, pan pan pan, ça tire à tout va. Oshii continue de scanner et ça y est, elle récupère les infos. L'Enterprise tire sur le vaisseau pirate qui, sous le choc, part valdinguer et finit en slidant sur la sphère. Bravo, le pilote mérite une médaille pour ça.
Bien joué à lui. Scène bataille spatiale. Alors, comme je disais, moi, j'ai vu des gens qui appréciaient beaucoup cette bataille. Je ne l'ai pas trouvée incroyable. Non, bah elle est sympa, mais c'est pas. Elle Oui, est cool, il n'y a mais rien pas de, d'enfer. de particulièrement notable. On Après, voit je. pas Voilà. on voit pas l'équipage des pirates quand ils les appellent, on voit rien. Vous n'avez pas le budget pour avoir tant de personnes, peut-être, mais bon, bref. Scène Ouais, ouais. numéro 20. Pardon? Non, non, vas-y. Scène numéro 20. Archer retourne voir le prisonnier et le libère. Le pirate le traite de tocard. Mais les scénaristes étaient obligés de faire en sorte qu'Archer fasse un truc sympa avant la fin de l'épisode. Scène numéro 21. L'épisode se clôt sur Archer dans sa nouvelle salle face à l'écran qui projette toutes les données des Xindi. C'est étrange car l'écran lui est projeté sur le visage. C'est joli, mais ça n'a pas de sens parce qu'il est en train de regarder un écran LCD. Mais bon, c'est assez cool. Fin de l'épisode. Voilà. Vous savez, c'est comme dans les films qui se passent dans les années 70, quand ils sont en train de regarder des diapositives et tout, il y a tout le temps le personnage qui se met devant et on voit sur son visage les diapos diffusées. Ils font la même chose avec Archer, ce qui est cool, mais qui n'a pas de sens. Ah, ça n'a pas de sens dans le sens où, oui, un écran, ça reflète pas comme ça. Sinon, on verrait nos écrans sur nos gueules là, en ce moment même. Mais c'est rigolo parce que j'ai vu un film il n'y a pas longtemps, un film des années 90 qui s'appelle Hackers. Ah, C'est un film de hacker. Michael Mann. Et ils font ça souvent. Ils montrent l'écran sur le visage alors qu'ils ont des écrans de PC portable, des écrans LCD, quoi. C'est Mais probablement je trouve que c'est. Ouais, pardon. Je préfère C'est fait ça. exprès, quoi. Je préfère ça que les écrans transparents. Ah oui, non, mais les écrans transparents, ça n'a aucun sens. Les hologrammes et les écrans transparents, ça Parce n'a que aucun valide. sens. c'est effectivement une astuce de mise en scène, au-delà de faire futuriste machin, c'est une astuce de mise en scène pour pouvoir montrer C'est l'écran et le visage en même temps. C'est une Et à la parabole, limite, c'est pour dire à quel point c'est imprégnant. voilà, ouais. C'est un peu comme quand il y a la barre de chargement, quand quelqu'un télécharge des fichiers ou quand il y a quelque chose. N'importe quand qu'il se passe quelque chose dans un film ou une série, il y a le 0 à 100%, download complete, etc. Même si ça se passe pas forcément dans la vraie vie, moi je trouve que c'est excusable. Ça marche visuellement. Ouais. J'ai trouvé l'épisode un petit peu ennuyeux. Niveau histoire pure, il se passe pas grand-chose. Mystère à propos de la sphère, mais en fait non. La nouvelle espèce découverte, ouais. J'ai comme l'impression d'un petit épisode pour faire patienter en attendant que ça chie vraiment. Et ouais, je suis à contre-courant total de ce que on dit depuis le début. On ne voit pas les Xindi. Dans le précédent, on les voit trop et trop tôt. Et là, pas du tout, ce qui est contrebalance un petit peu, c'est cool. Ça joue sur nos attentes parce qu'on est là, les Xindi. Ben non, on les a pas celles-là. Non, c'est pas. J'exagère. C'était un cool épisode. Mais techniquement, alors, d'un point de vue spectateur, je l'ai moins apprécié que l'épisode suivant, dont on parlera la prochaine émission. D'un point de vue tréquien, par contre, il est intéressant parce qu'il met à mal nos idéaux, il pousse les humains dans leur retranchement, il est cool. C'est pas ce que je veux dire. Mais bon, voilà. C'est tout. Non, ok. Allez, bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous. En fait, je voulais dire un truc tout à l'heure et j'ai oublié ce que je voulais dire. C'était sur des scènes dont on a parlé là, dans la bataille. Ah, il faut me le dire quand je vais trop vite. Hein. Moi, j'enchaîne. Je sais plus. J'ai perdu le truc et c'était pas dans mes notes. Parce que mes notes s'arrêtent à la scène de torture. Hein. Ah, vraiment. Après, t'étais trop stun. Il était marqué. Non, c'est surtout qu'après, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est la scène de bataille et tout. Mais bon, j'en avais trouvé un, mais je l'ai perdu. Non, moi, c'est pas du tout un épisode où je me suis ennuyé. Je pense que le fait que j'ai pas pris beaucoup de notes, c'est que en fait, ça reste quand même beaucoup un épisode d'action. Oui. Et il y a cette scène de torture qui est là, qui est la scène choc de la saison. Mais il n'y a pas vraiment de dilemme moral, etc. D'ailleurs, la question de la torture se pose pas dans le sens où il va pas voir d'autres personnes en disant est-ce que je devrais le torturer ou pas, machin. Non. Parce qu'en fait, dès le départ, il sait qu'il va le faire.
quand il lui Hmm. parle, nous qui sommes habitués à voir Archer, d'ailleurs l'acteur le joue super bien, on voit qu'il est prêt à le faire, quoi. C'est juste que l'autre, il le connaît pas, ce mec, donc pour lui, c'est juste un hippie de l'espace qui vient de débarquer. Mais nous, on sait qu'il est prêt à le faire. Parce que aussi, on a tout le contexte, on a 2 épisodes qui ont monté la pression à fond là-dessus, on a tout le début de l'épisode qui a monté la pression. Donc voilà. Je reviens sur cette scène, forcément, il y a toujours un petit truc à dire. Non, mais c'est cool. Et je sais plus pourquoi je parlais de ça. Mais ouais, non, l'épisode est bien, il est divertissant, il est impactant, et je trouve qu'il fonctionne. Et c'est pas un épisode de remplissage, je suis pas d'accord avec ça par contre, parce que justement, comme j'en parlais tout à l'heure avec les sphères, Ok. etc., c'est vraiment du foreshadowing, d'une part, sur ce qu'on va découvrir plus tard, Oui. et pas seulement parce qu'ils progressent. Ils ont des infos supplémentaires qui vont pouvoir les amener à trouver des Xindi, ou en tout cas à se rapprocher de l'objectif. Donc, Mhm. et les choses avancent quand même. Tu as raison. J'ai Et marqué une au impression. contraire de l'épisode d'après, qui est beaucoup, c'est pas du remplissage parce qu'il y a un vrai scénario, un vrai concept, on en parlera dans l'émission dédiée. Mais par contre, du point de vue de l'intrigue, c'est complètement du remplissage. Hmm. Même si ça n'en est pas, parce que s'ils ont fait cet épisode, c'est qu'ils avaient quelque chose à dire. Mais c'est pas lié à l'intrigue. Ouais. J'ai marqué l'impression d'un épisode remplissage. Mais en effet, comme tu dis, on a plein de données qui nous rentrent et voilà, c'est cool. Ouais, tu dis que ça te donne l'impression d'un épisode de remplissage, mais ouais, je trouve que c'est pas vraiment des détours. Effectivement, on nous introduit une nouvelle espèce, ou du moins on parle, c'est plus, on nous explique ce qui est arrivé à cette espèce-là. On focus beaucoup sur ce qui est en train de se passer à notre équipage à nous. Au lieu de parler des indies puis de montrer à quel point ils sont méchants, là on est en train de nous montrer que nous aussi on devient comme ça, où on prend des mauvais plis. Puis on commence à approfondir sur les anomalies, on nous introduit des sphères. Non, moi je trouve que c'est un épisode qui fait avancer bien les choses, puis je trouve qu'il est tellement rythmé que moi j'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Ouais. C'est vrai qu'effectivement, au point de vue des scènes de combat, où il n'y a rien qui est marquant à un point où c'est comme, oh mon J'ai Dieu, même pas fait une scène de bagarre. non, mais il n'y a pas de. C'est vrai qu'il n'y a pas de scène qui est marquant au point où on pointerait du doigt. Ça, c'est quelque chose de fantastique. Mais c'est quand même bien exécuté. C'est pas comme si c'était loupé. Ça marche quand même. Puis, moi, je trouve que c'est un épisode qui est quand même solide. Ok. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ah, est-ce que ça va durer moins de 3 minutes pour qu'on arrive à faire une émission de moins d'1 heure? Ah ouais, on est déjà. Ah oui, oh là là. Ouais. Non, ça va pas durer moins de 3 minutes. Mais non, c'est rapide quand même. Non, c'est rapide. Juste, il y a quand même la scène où il libère le prisonnier. Et alors déjà, c'est quand même pas rien, hein, parce que bon, il aurait pu dire c'est bon, on a notre info, allez, on l'éjecte, on le balance par le sas. Voilà. Non, mais par contre, il aurait pu le garder aussi. C'est pas l'ambiance, il aurait pu le garder. Comme indique. Assez de ressources. Ouais, c'est pour vrai. en tirer des renseignements. Ou il aurait pu, je sais pas, aller le manger. L'esclave, ou l'abandonner sur un planétoïde, à un endroit où il pourrait survivre, mais où il va pas nous emmerder, quoi. Il va pas revenir se venger parce qu'il est coincé, machin. Il pourrait faire comme Spock, un officier exemplaire dans la Kelvin Timeline, puis abandonner les gars sur une planète enneigée. Non, mais oui. Non, mais quelque part, par contre, il rend le prisonnier à des pirates actifs. Donc, il redonne des armes à des. Même s'il les laisse derrière eux, il laisse la zone très dangereuse. Il va peut-être tuer des gens plus tard, ce mec-là, en abordant un vaisseau pour lui piquer ses ressources, etc. C'est sûr et certain. Et d'ailleurs, lui, c'est carrément ce qu'il lui dit. Il lui dit qu'il est con de le libérer. Ouais, c'est pour ça. Et ce qui montre aussi, il y a quand même c'est quelqu'un qui l'a torturé, il le libère, et le mec il joue encore le gros dur en disant ouais, il fallait pas me libérer et tout, moi je suis trop badass, machin. C'est très Walking Dead. Ah ouais. C'est constamment en train de faire ça dans cette série-là. Et là pour le coup c'est une fausse piste, mais on pourrait dire il va revenir se venger, ce mec-là.
Et non, j'ai trouvé la scène intéressante quand même. Enfin, il y a quelque chose avec ça. Et après, sinon, un truc quand même auquel je viens de penser, toujours sur cette histoire de pirates. Là, au début de l'épisode, quand on apprend que c'est des marchands qui ont fait ça, on est un peu choqué quand même. Genre, comment ils ont pu passer de marchands à des pirates sanguinaires qui tuent des gens pour récupérer des ressources. On se dit que c'est la violence et la dureté de l'étendue delphique qui provoque ça, mais on le ressent pas. Et c'est aussi du foreshadowing pour un truc qu'on verra plus tard dans la saison, et dont on reparlera au moment de l'épisode en question. Mais il y a quelque chose qui va se passer par rapport à la piraterie et à l'équipage de l'Enterprise, et qui va altérer notre point de vue, celui qu'on avait au début quand on s'est dit comment des marchands ont pu en arriver là. Et ça va nous faire voir les choses différemment. Et il y a quelque chose... ça prépare aussi quelque chose de thématiquement. Ouais. Mais pas seulement dans l'histoire. Et je parlais dans une émission précédente de m'être fait spoiler de quelque chose en regardant les bonus, mais c'est la chose qui m'a fait spoiler. Mais on ne va pas la divulguer pour nos auditeurs, nos auditrices, nos visionneurs, nos visionnistes. Je ne sais pas comment on dit notre public, on va simplement dire ça. C'est bien, tout a été dit sur Anomalie. Si vous découvrez la série en même temps que ce podcast et puis que vous regardez les épisodes en même temps, ce serait fantastique. Dites-le nous, parce que ça m'intrigue. Ouais, mais oui, c'est ce qu'on. J'ai 2 personnes qui m'ont dit qu'elles le faisaient déjà. Ah, c'est super cool. Ouais, donc c'est assez chouette. Donc Arthur meurt. Ah non, pardon. Dans l'épisode 5 de la saison 3. Il meurt là. Pardon. Bon, mais non. Imagine. Dans l'épisode 10, il le ressuscite avec des champignons magiques. Oh putain. Mais arrêtez. Bien, il est temps de terminer cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre visionnage suivi. Quand on parle de Discovery, c'est le temps d'arrêter, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Encore merci pour... j'ai oublié d'en parler, je voulais en parler au début, mais l'épisode 2 de Trek Analyse a été très bien reçu sur une période plus courte, c'est-à-dire que entre le premier et le 2, il y a eu un peu plus d'1 mois. On a fait presque 160 vues. En 1 semaine et demie, on a fait une centaine de vues sur l'épisode 2. Donc, ça veut dire que les gens étaient attendus et toujours un taux de rétention aussi bon jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup, c'est très gentil. Donnez sur le Tipeee de Trek on the Tube. Il sera riche. Voilà. Je sais pas pourquoi. À bientôt, Thierry. Bonne soirée. À bientôt. Et à bientôt, Sean. Bonne soirée. Crop,